Salut à tous, investisseurs ou prêts à commencer à investir. Dans cette vidéo, on va voir la chose la plus fondamentale pour moi de l'investissement passif, c'est les ETF, d'accord? Et rien qu'avec ça, vous allez pouvoir faire une superbe carrière d'investisseur vous-même sans passer forcément par votre banque, par un gérant, par des fonds et être du coup avec beaucoup moins de frais, beaucoup plus de performance sur le long terme et vraiment le gros avantage, ça je vous le dis, c'est sans rien faire. Bah si, quand même, Pierrick, il faut quand même faire quelque chose. Oui, oui, moi ça me prend 2 minutes par mois. Allez, go. En un, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un ETF, l'historique, les fondements. En deux, on va voir tous les avantages pour vous, pour bien démarrer en bourse, sur le PEA ou sur le compte titre, principalement. En trois, on va voir les différents types d'ETF, synthétiques, physiques, obligataires, or, etc. Et en dernière partie, donc restez bien jusqu'au bout, moi je vous présente mes 4 ETF sur mon PEA. Alors après, j'en ai d'autres sur un compte titre. Je vous ferai une autre vidéo là-dessus, donc abonnez-vous pour pas la zapper, pour pas zapper les suivantes. Ok? Allez, c'est go. Alors un ETF, c'est quoi? Exchange Traded Fund, ou en français, si vous parlez pas anglais, vous avez le droit, hein, tracker indiciel. Donc en fait, c'est un fonds d'investissement, un panier d'actions qui va chercher à répliquer un indice boursier. Alors c'est quoi, vous allez me dire, c'est quoi un indice boursier? Par exemple, le CAC 40, c'est un indice boursier en France qui englobe les 40 plus grosses capitalisations françaises. LVMH, Total Energy, Stellantis, bon, il y en a 40, d'accord? Ça, c'est important de bien le comprendre. Et donc, un ETF, par exemple, CAC 40, va chercher à répliquer cet indice-là. Donc, quand vous allez acheter une part d'un ETF CAC 40, c'est un exemple, hein, je dis pas qu'il faut acheter un ETF CAC 40, mais quand vous allez acheter une part d'un ETF CAC 40, vous allez acheter d'un coup les 40 entreprises, d'accord, mais proportionnellement à leur capitalisation boursière. Donc ça, c'est vraiment un avantage, surtout pour les particuliers, parce que tout de suite, on est diversifié dans 40 entreprises françaises, d'accord. À l'inverse, ce qu'on appelle, c'est faire du stock picking. C'est acheter une action en direct d'une seule entreprise. Vous pouvez très bien vous dire, moi, j'achète une part, je crois qu'elle est à 800 € en ce moment, une part de LVMH. OK. Mais le problème, si vous voulez répliquer l'indice du CAC 40, il faudra avoir 40 lignes et acheter les 40 entreprises françaises. Mais c'est impossible. Enfin, tout est possible. Mais c'est vraiment fastidieux. Et puis en proportion, c'est pas possible parce qu'il y en a un, ça va être 6%, l'autre 3%, l'autre 8%. Donc en achetant un ETF, ça simplifie grandement. Ça a une trentaine d'années les ETF. Hein. Ça n'existait pas avant, 20, 30 ans. Ça simplifie grandement ce phénomène-là. Parce qu'avant, dans quoi, en stock picking, c'est, dans quoi je dois acheter? Bon, ok, j'achète LVMH, mais alors, est-ce que tous les ans, faut suivre les comptes, faut suivre l'actualité? Bon, ça va pour une entreprise. Mais s'il faut en avoir 10, 20, 30, c'est quasiment mission impossible. Et le fait de n'acheter qu'une entreprise, 2 ou 3 ou quelques lignes, d'accord, c'est pas assez diversifié. On sait jamais ce qui peut se passer. Bernard Arnault, il peut, voilà, hein, j'ai rien à dire, hein, voilà. Mais on sait jamais ce qui peut se passer, d'accord? Donc, je me répète, un ETF, ça permet tout de suite, avec une seule ligne, très simplement, d'acheter, voilà, un panier d'actions, une multitude d'entreprises qui la composent. Donc ça, c'est vraiment important. Je vous donne un autre exemple pour ceux qui connaissent pas. Il y a un indice, c'est le S&P 500, d'accord? Le Standard & Poor's 500. L'indice, ça suit les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines, d'accord? Dedans, vous avez Meta, Tesla, Amazon, Nvidia, j'en oublie, Netflix. Bon, il y en a 500, d'accord? Et donc, un ETF S&P 500 avec une seule ligne, vous achetez automatiquement 500 entreprises américaines. Donc, c'est vraiment proportionnel, bien sûr. Hein. Dans l'ETF S&P 500, Microsoft représente 7% de l'ETF. C'est le premier, hein. Aujourd'hui, en tout cas, hein, ça peut changer, bien entendu. Apple, 6%, Nvidia, 4,5%, Amazon, 4%, Meta,
2,5%. Et derrière, il y a 490 autres entreprises qui représentent des micro-portions, 0,1%, 1,2%. Vous comprenez ce que je veux vous dire. Mais tout de suite, en mettant 50 euros, 100 euros, 200 euros, peu importe, en achetant une seule part, vous vous diversifiez automatiquement dans plein d'entreprises. Donc, si un jour, il y a une de ces entreprises qui fait faillite, ça va pas, ou elle annonce des mauvais résultats, dites-vous, vous avez 400 pour le S&P 500, vous avez 499 autres entreprises où ça va. D'accord? Alors, le seul risque, ça ne change pas, c'est s'il y a un crack général boursier, bien entendu. Bon, si c'est mondial pour tout le monde, comme par exemple la crise Covid ou en 2008 ou un choc pétrolier, bon, ce que vous voulez. Bon, là, ça change pas grand-chose. Mais ça c'est vraiment quelque chose de fondamental parce que tout de suite, c'est facile. On achète une ligne, on se pose pas de questions dans quelle entreprise marche pas. De toute façon, très souvent, on n'en sait rien, d'accord? Puis celles qui ont explosé, on arrive toujours après, d'accord? Donc voilà un petit peu ce que c'est qu'un ETF. Alors avec les ETF, il y a 3 grands avantages, d'accord? Le premier, je viens de vous en parler, c'est la diversification automatique tout de suite, d'accord? C'est très simple. Moi, vous le verrez à la fin de la vidéo, avec mon PEA, j'ai 4 lignes d'ETF, donc c'est assez simple, hein? J'ai 4 ordres à passer ou un seul par mois, mais j'ai que 4 lignes à regarder. C'est très simple. Tout de suite, je suis investi dans le monde entier sur plus de 2000 entreprises sans rien faire, sans rien regarder. Donc vraiment la diversification, ça c'est très important. Et attention aussi tout de suite, je le dis, c'est diversifier géographiquement automatiquement, mais aussi sectoriellement. Donc en achetant un ETF par exemple S&P 500 ou CAC 40 ou européen ou etc. Vous allez aussi investir dans des entreprises de la santé, de la télécommunication, Internet, le système bancaire, l'intelligence artificielle. Donc aussi, on se diversifie sectoriellement parce que si un secteur qui craque, comment dire, je sais pas, la santé ça craque, je sais pas pourquoi, voilà, et il y a les autres secteurs, d'accord? Donc ça c'est l'avantage vraiment fondamental numéro 1. Le 2, alors attention, là le 2 écoutez bien parce que si vous connaissez pas là, ça peut faire peur, hein. Traditionnellement, quand on investit en dehors des ETF, quand on investit dans des fonds, d'accord, dans des fonds d'action, on va avoir son banquier et puis voilà, je voudrais un peu de rendement, autre chose que du fonds euro, etc. Je veux que ça me fasse 5, 6, 7%. Il va vous investir dans des fonds actions, d'accord. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que dans ces fonds, en moyenne, les frais c'est 2% par an. Alors 2%. On va me dire sur un an, si j'ai mis 10 000 euros, c'est 200 euros, pardon. Si j'ai 100 000 euros, c'est 2 000 euros. Mais imaginez sur 20 ans, ça se cumule les intérêts composés des frais aussi, hein. Et là, c'est des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros qui vont aller dans la poche de votre banquier. Alors après, il fait son travail, hein, si vous connaissez pas les ETF. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils vous en parleront jamais des ETF. Attention, hein, personne ne vous en parle, hein, surtout pas dans le système bancaire, parce que sinon ils auraient plus de boulot. Voilà, je les comprends, je leur en veux pas, mais ils auraient plus de boulot. D'accord, 2% en moyenne par an sur un fonds. Avec un ETF, écoutez bien, c'est entre 0,1% et 0,4%. C'est 10 fois moins cher. Donc, si au bout de 20 ou 30 ans, vous avez payé, je sais pas, 10 000 euros de frais avec un ETF, écoutez bien, si vous aviez mis ça dans un fonds, vous aurez payé 100 000, 200 000 euros de moins, parce qu'il y a le système des intérêts composés, bien sûr, mais vous aurez 200, 300 000 euros de moins sur votre PEA ou compte titre, bien sûr, dans 20 ans. Hein. Donc, faites très attention. Voilà le gros avantage des ETF. Et puis, alors, on va me dire, ouais, non, mais attends, les fonds, si ça se trouve, un ETF, ça performe moins. Je vous l'ai dit, un ETF, ça cherche à répliquer un indice. L'étude Spiva, j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, montre que 90%, voire même plus que ça, attention, 93% des gérants n'arrivent pas à surperformer l'indice. D'accord? Pour donner un ordre d'idée, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, le S&P 500 à une date, sur une année, il fait 8%. Ça veut dire que les 500 plus grosses entreprises américaines ont fait 8% l'année dernière. Je dis n'importe quoi. D'accord? L'objectif d'un gérant de fonds, c'est de faire plus. Mais sauf que il faut déjà qu'il faut qu'il arrive à choisir les bonnes entreprises, revendre, racheter, ça fait des frais. Et en plus, il faut qu'il se fasse sa fameuse marge pour vivre, ce qui est normal, de 2%. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il fasse 10 ou 11. Et ça, 93% des gérants
sur le monde entier, n'y arrive pas. Je parle sur le long terme. Sur 6 mois, il va peut-être y arriver. Sur 20 ans, il n'y arrive pas. Donc, ça veut dire qu'un gérant, écoutez bien, n'arrive pas à battre un simple ETF, d'accord, qui réplique automatiquement l'indice dans lequel il est. D'accord. Donc ça, c'est important. Donc ceux qui me disent, oui, mais moi, un gérant, il va faire mieux que moi, mon banquier, il va faire mieux que moi, vous avez trouvé 5% des gens qui arrivent à le faire. Hein, d'accord. Et encore, attention, il va peut-être y arriver 1 an, 2 ans, je me répète. Mais sur 10, 20 ans, 30 ans, vous regarderez l'étude Spiva, ça marche pas. Donc, un ETF, c'est beaucoup moins cher sur le long terme et votre performance, elle sera énorme à la fin, d'accord? C'est pas 2%, plus 2%, plus 2%, c'est exponentiel, d'accord? Ça, c'est vraiment important à le comprendre. Dernière chose avec un ETF, le grand avantage, surtout pour nous Français, d'accord, c'est qu'on a une super enveloppe, c'est le PEA, d'accord? J'ai fait une vidéo là-dessus, vous regarderez, lien en description, vous regarderez, d'accord? Je m'attarde pas sur le sujet. Mais le problème du PEA, c'est normalement, on ne peut investir que dans des actions françaises ou européennes. Et bien, grâce aux ETF, d'accord, ils vont pouvoir aussi répliquer de manière synthétique, j'y viendrai après, un indice même américain. Donc, avec le PEA, on peut aussi investir aux États-Unis, où vous voulez, au Brésil, en Angleterre, partant, j'en sais rien, en Asie, où est-ce que vous avez envie. Donc ça, c'est un super avantage. Mais par contre, vous ne pourrez pas acheter une action Tesla, par exemple, sur votre PEA. C'est impossible, d'accord? Avec un ETF, à l'intérieur de l'ETF, vous aurez du Tesla. D'accord? Vous comprenez? Ça, c'est les 3 avantages. Alors, il existe plusieurs types d'ETF. Donc, premièrement, il y a les ETF, ce que j'appelle actions. C'est ce que je viens de vous parler, d'accord? Qui répliquent le S&P 500, le CAC 40 et d'autres. D'accord? Donc, ça, c'est assez simple. C'est les plus connus. Il y a les ETF obligataires. Donc, ça va être un panier d'obligations, ça va répliquer un panier d'obligations. Donc ça, c'est quand même, alors c'est un peu plus technique quand même, mais c'est très très intéressant parce que tout de suite, on va avoir une multitude d'obligations. Parce que les obligations, on peut aussi les acheter en direct. Alors il y a des fois c'est des gros montants, hein. Mais par exemple sur la plateforme Trade Republic, on peut acheter en direct plus de 500 obligations à partir d'€1. Je vous mets aussi le lien en description. Donc ça, c'est pas mal. Mais vous achetez qu'une seule obligation. Avec un ETF obligataire, vous allez pouvoir acheter aussi pareil un panier d'obligations pour vous diversifier. Vous avez des ETF matières premières, par exemple. Je fais pas dans le détail. Hein. Vous avez, par exemple, vous avez l'ETF or. Il y en a un, c'est le iShares Physical Gold que vous pouvez avoir sur compte titre, d'accord, aussi sur Trade Republic. Moi, c'est ce que j'ai aussi, et ça va répliquer l'indice, le cours de l'or. Donc ça peut être intéressant aussi pour se diversifier par rapport aux actions, par rapport aux obligations. Vous avez maintenant des ETF, alors je fais simple, c'est des ETN aussi, mais bon, on va essayer de faire simple. Crypto, d'accord, c'est en train de sortir tout ça, mais il existe aussi des ETF crypto qui vont répliquer le cours des crypto-monnaies. Donc, ça peut être un ETF qui va répliquer tout un panier de crypto-monnaies. Vous avez l'ETF Bitcoin, par exemple, qui va répliquer le Bitcoin, d'accord? Donc, par contre, là, il y a aussi des désavantages. Si vous n'êtes pas propriétaire direct de votre crypto-monnaie, mais vous allez pouvoir investir dedans, justement, aussi sans être propriétaire, sans avoir besoin, par exemple, de Ledger, etc. Donc, ça peut aussi être un avantage. Donc, ça, c'est les grandes familles d'ETF. Il y a aussi les ETF sectoriels. Je vous en ai parlé un petit peu avant. Vous pouvez faire un ETF où il va prendre dans son panier que les entreprises, par exemple, d'IA, d'intelligence artificielle. Si vous avez une vraie conviction sur le sujet, vous pouvez prendre un ETF là-dessus et il aura ça. Vous pouvez prendre un ETF sur, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée, sur les hydrocarbures. Dedans, vous allez avoir ExxonMobil, Total, etc. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ouais. Voilà. En tout cas, je vous dis pas de prendre ça, etc. Mais ça existe. Moi, j'aime pas trop les ETF sectoriels parce que si le secteur, il se casse la gueule, d'accord, vous avez mis un peu tous vos œufs dans le même panier. Il y a un ETF automobile, là, en ce moment, on entend Mercedes, c'est chaud, les voitures électriques, ça baisse un petit peu. Peut-être que ça reprendra, hein, mais donc soyez vigilants avec les ETF sectoriels et avec vos convictions. On a le droit d'en avoir, mais il faut être très vigilant. D'accord? Et derrière, après, il y a une deuxième partie. Il y a les ETF, ce qu'on appelle physiques, et les ETF
synthétique. Donc, je vais essayer de faire simple. Je rentrerai pas dans le détail parce qu'il me faudra une vidéo complète pour faire ça. Mais en gros, un ETF physique, l'entreprise, donc le gérant, le fonds d'investissement qui a cet ETF, va acheter directement les parts des entreprises de cet ETF. Donc, si c'est un ETF CAC 40 qui est physique, d'accord, et ben le gérant va acheter directement des parts des entreprises françaises. Et il existe aussi des ETF synthétiques. Donc, en gros, c'est ceux du PEA. Ça veut dire, pour un peu contrecarrer tout ça, là, le gérant va acheter des parts d'autres entreprises, mais qui vont répliquer automatiquement l'indice. Donc, c'est assez technique. Je rentre pas dans le sujet. Ça fait pas mal débat parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui préfèrent du physique. Voilà, le gérant, il a exactement les parts de ça. L'autre, alors que le synthétique, il a d'autres parts, etc. Bon, je rentre pas dans le sujet. Pour moi, je vous donne mon opinion. Chacun peut avoir son opinion. Vous pouvez me le dire en commentaire, franchement, avec grand plaisir. Pour moi, ça ne change pas grand-chose, d'accord? S'il fallait choisir avec même frais, tout pareil, je préférais du physique, d'accord? Mais franchement, j'irai pas me battre pour plus de frais, ceci, cela, parce que c'est du synthétique. Voilà, je préfère vous le dire, c'est mon opinion personnelle. Ok? Alors, moi, mon portefeuille, mon PEA. Déjà, je redis toujours, j'ai fait des vidéos là-dessus. Regardez mes vidéos, abonnez-vous. Mais pour moi, c'est la meilleure enveloppe pour débuter pour un Français. D'accord? Moi, sur mon PEA, il y a plusieurs méthodes. Chacun fait ce qu'il veut aussi. Mais souvent, la grande question, c'est est-ce que je prends, pour faire simple, un MSCI World, d'accord? Un ETF MSCI World qui réplique à lui tout seul 1600 entreprises dans le monde, d'accord? Aux États-Unis, en Europe, en Asie, mais ça fait pas les pays émergents, d'accord? Mais il y a déjà tout de suite. Donc, avec une seule ligne, on peut avoir 1600 entreprises et on n'en parle plus. Donc, franchement, ceux qui font cette stratégie, elle est super pour débuter. Franchement, et vous imaginez une seule ligne, il y a un seul ordre à passer et on n'en parle plus. Il n'y a pas des dizaines de trucs à regarder. Donc, ça, c'est très bien. Moi, j'ai pris l'autre option, parce que je préfère ça, c'est essayer de répliquer cet indice-là, ce MSCI World, par 4 autres ETF, d'accord? Donc moi, perso, sur mon PEA, alors c'est chez Fortuneo, franchement pour moi c'est le meilleur PEA, j'ai fait aussi une vidéo là-dessus, vous regarderez le lien en description, il y en a d'autres qui sont très bien, Bourse Direct, Bourse aux banques, mais pour moi c'est le meilleur, les frais quasiment les plus bas avec Bourse Direct, d'accord, mais surtout l'interface, l'application. Donc pareil, j'ai un lien si vous voulez, un code de parrainage, vous regarderez si ça vous intéresse. Donc moi mon PEA il est chez Fortuneo, d'accord. Donc j'ai un ETF, l'ETF Lixor S&P 500. Donc, je vous en ai parlé. Il réplique les 500 plus grosses capitalisations américaines. Donc, je suis investi sur mon PEA aux États-Unis dans 500 entreprises. D'accord? Ça, c'est une bonne chose. Les frais, c'est 0,15% de frais annuels. C'est super bas. Franchement, il y a quasiment pas plus bas, à part sur compte titre, il y a un peu plus bas, mais franchement, on peut pas faire mieux. D'accord? Donc, c'est vraiment des frais bas. Vous avez il y a le Lixor, donc S&P 500. Il y a aussi le BNP qui est très bien. Franchement, c'est la même chose. D'accord, quasiment c'est la même chose. Moi, j'avais pris celui-là. Et j'ai mis, je vous le dis, 65% de mon portefeuille PEA bien sûr, parce que j'ai sur compte titre, j'ai d'autres choses. Il est sur cet ETF-là. J'ai le BNP Paribas Easy Stock, je connais les noms, Easy Stock Europe 600. Donc celui-là, il représente les 600 plus grosses capitalisations européennes. Donc, j'ai pas fait le choix de prendre un CAC 40 qui, pour moi, est trop restreint géographiquement. On sait jamais ce qui peut se passer en France, un changement de président ou j'en sais rien, on sait jamais. Donc, j'ai préféré élargir ce sujet. D'accord? Et j'ai 15% de mon PEA dans cet ETF-là. Et les frais, je me rappelle déjà plus, c'est 0,20%. D'accord? 0,20% sur ça. Ma troisième ligne, c'est le Amundi PEA Emerging Market. Donc ça représente tous les pays émergents, donc Asie, Brésil, etc. C'est tout ce qu'il n'y a pas aussi dans un MSCI World, d'accord? Donc ça, je sais qu'il y en a pas mal qui ont beaucoup de conviction là-dessus, sur l'Inde, sur la Chine, parce que la Chine est mise dans les émergents.
chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai mis 8% là-dedans, dans cet indice-là. Et le dernier, c'est sur le Japan Topics de Amundi, aussi l'Amundi ETF Japan Topics, qui lui va représenter, j'ai plus exactement en mémoire le nombre d'entreprises japonaises, mais j'ai aussi investi là-dedans à hauteur de 7% de mémoire. Alors ça peut varier d'un mois à l'autre, hein, en fonction. Hein. Mais pourquoi le Japon, on va me dire, celui qui connaît pas, c'est quand même à aujourd'hui la 3e plus grande capitalisation boursière du monde. Donc, j'ai voulu mettre un petit peu de billes là-dedans, voilà. Et ça me permet avec ces 4 lignes d'être investi dans le monde entier. Et donc chaque mois, parce que je pratique le DCA, voilà, sur du long terme, chaque mois, je passe un seul ordre sur une des lignes, et puis le mois d'après, ça sera sur l'autre ETF, etc. Et voilà. Ça, c'était mon PEA. Mais moi, c'est ma répartition, mon profil investisseur, mes convictions. Peut-être que vous en avez d'autres, et c'est très bien aussi, d'accord? Je sais qu'il y en a, par exemple, ils vont vouloir aussi investir dans le Nasdaq, le TF Nasdaq 100, qui réplique les 100 plus grandes entreprises typées un peu de technologie. Mais là, il y a beaucoup plus de volatilité, en tout cas dans le passé, et peut-être plus de rendement. Mais ça, on n'en sait rien. Et je veux vous rappeler une chose, toujours l'adage, d'accord? Les performances passées ne préjugent pas des performances, oui, c'est ça, futures, d'accord? Donc, c'est pas un conseil en investissement, c'est juste, moi, ce que j'ai fait. Ça peut peut-être vous faire réfléchir, d'accord? Ça, c'est important. Bon, j'espère que vous avez adoré cette vidéo, adoré ou en tout cas aimé. Si vous êtes encore là, tant mieux. Abonnez-vous, je me répète, regardez les descriptions. Et si vous voulez voir les autres vidéos, qu'on aille encore un peu plus loin ensemble, voilà, je referai plein de vidéos. Allez, à plus, salut, bonne journée, merci à vous.